va nous présenter l'évolution de la santé orale et de l'état staturo-pondéral des enfants de 6, 9 et 12 ans scolarisés en Nouvelle-Calédonie entre 2012 et 2019. Bonjour tout le monde, je suis Amas Kandarani. Pour cette présentation, on va se limiter à la présentation de l'état de santé orale. Comme on a vu ce matin, la promotion de la santé orale est bien alliée au développement durable, puisqu'il s'agit de chercher à avoir des interventions équitables et durables afin d'opérer des changements profonds. Donc, la promotion de santé considère la santé orale comme une partie intégrante de la santé et du bien-être, ce qui justifie une approche par déterminants communs. C'est aussi envisager une approche de santé globale et transversale, et donc ça suppose travailler en intersectorialité avec d'autres secteurs que celui de la santé, et notamment l'éducation. On ne peut pas promouvoir la santé sans prendre en considération les inégalités sociales et se poser la question de l'équité en santé. Et c'est aussi s'appuyer sur des données probantes afin d'éclairer les décisions publiques. Donc, cette vision de promotion de santé, on a pu l'expérimenter dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie, dont je rappelle est une collectivité française qui est située dans la zone du Pacifique Sud. Donc, elle est répartie en 3 provinces et caractérisée par une répartition très inégale. Donc, on retrouve 65% de la population en province sud. La deuxième caractéristique, c'est que la Nouvelle-Calédonie est aussi une mosaïque multiethnique, avec 41% qui se déclarent Kanak, c'est la population autochtone de la Nouvelle-Calédonie, près d'un quart qui sont européens et 11% qui déclarent appartenir à plusieurs ethnies. Je note que la répartition aussi du peuple autochtone est un peu variable sur le territoire, avec une majorité au niveau de la province Nord et Île. Et par contre, le Sud, c'est le centre économique de la Nouvelle-Calédonie. Sur le plan socio-économique, on retrouve des indicateurs qui rapprochent la Nouvelle-Calédonie des pays riches. Par exemple, le revenu mensuel qui est assez proche de celui retrouvé en métropole. Et par contre, on a d'autres qui la reprochent plutôt des pays émergents, avec un indicateur Gini, c'est un indicateur des inégalités qui est quand même élevé, et un taux de pauvreté relatif élevé, mais surtout variable sur le territoire. Donc la Nouvelle-Calédonie, c'est bien un territoire qui est caractérisé par des inégalités géographiques et socio-économiques. Donc, ce n'est pas étonnant de trouver dans un contexte pareil une prévalence élevée des maladies chroniques. Et les maladies chroniques toucheraient plutôt l'ethnie autochtone. Donc, on retrouve une inégalité en santé qui va être accentuée par une disparité de l'offre de soins qui est plus concentrée dans la province sud. Et donc, on se pose bien la question de l'équité en santé dans la Nouvelle-Calédonie. Alors, on a un acteur majeur en santé en Nouvelle-Calédonie, qui est l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, qui est en charge de diverses missions et entre autres celle de la promotion de la santé et la prévention. L'agence, elle travaille en collaboration avec les institutions locales, le gouvernement, le congrès et les assemblées de province. En 2012, une première étude épidémiologique a été conduite afin d'évaluer l'état staturo-pondéral et oral des enfants de 6, 9 et 12 ans. Donc, on ne voit pas toute la diapo, je suis désolée. Et donc, cette étude a pu montrer une prévalence élevée des maladies bucco-dentaires, du surpoids et de l'obésité. Elle a pu identifier des inégalités sociales de santé qui sont accrues selon la province et l'appartenance ethnique, et a permis d'identifier les déterminants de la santé orale et de mettre en lien la santé orale et le surpoids. Donc, ça a orienté vers une nouvelle stratégie pour améliorer la santé avec une approche par facteur de risque en commun qui vise à réduire les inégalités de santé. Donc, en 2014, le programme Mes dans ma santé a été mis en place. C'est le programme de promotion de santé orale. Et ce programme-là, il est complètement associé à d'autres programmes qui sont menés aussi par l'agence, tels que le programme de prévention et des pathologies de surcharge pondérale. Il est également en lien avec le programme RIBI, qui est le programme de l'éducation à la santé et à l'école.
Et les interventions de ce programme donc, sont menées en collaboration avec les services provinciaux sanitaires et de l'enseignement. Donc, je tiens à préciser que les provinces en Nouvelle-Calédonie étant compétentes en matière de santé, le programme a été déployé de façon différente d'une province à une autre. Donc, et toutes ces actions en termes de santé sont intégrées dans le plan de santé néo-calédonien, le plan DOCAMO. Alors, en 2019, il a été décidé de réévaluer l'état de santé des enfants. Donc, pour ce faire, on a utilisé un protocole assez similaire à celui de l'enquête de 2012. Donc, on avait un échantillon représentatif par tranche d'âge. Par un examen clinique, on a pu évaluer l'état de santé des enfants. Et via des questionnaires, on a cherché à expliquer cet état à travers les caractéristiques sociodémographiques, les habitudes de vie, la santé perçue et des éléments qui sont relatifs au recours aux soins et à l'accès aux préventions bucco-dentaires. Donc, dans cette présentation, on va explorer un petit peu les résultats préliminaires de l'analyse qui a pu voir comment la santé orale a évolué entre 2012 et 2019. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on retrouve une prévalence toujours élevée des maladies bucco-dentaires. Donc, à 6 ans, on a plus de la moitié des enfants qui ont au moins une pathologie bucco-dentaire. À 9 ans, on a un quart des enfants qui présentent des foyers infectieux d'origine dentaire. Et plus d'un tiers des enfants de 12 ans ont au moins une dent permanente et cariée. Donc, la prévalence des maladies buccales est encore élevée en 2019. Et on retrouve également des inégalités qui sont encore marquées. Donc ici, on a pour les 3 âges la prévalence de la maladie de la carie dentaire selon l'appartenance ethnique. Et on constate qu'à tout âge, on a un gradient de l'atteinte selon l'appartenance ethnique. Et on constate aussi que les Océaniens, ça intègre les Kanaks, les Tahitiens, les Wallisiens-Futuniens et les Ni-Vanuatuniens, pardon. Donc, les Océaniens, à tout âge, sont les plus touchés par la carie dentaire. Malgré tout, on retrouve une évolution qui est favorable après 5 ans de fonctionnement du programme. Ici, on a l'évolution de la prévalence entre 2012 et 2019. Et si on regarde pour la tranche d'âge de 6 et de 9 ans, on voit que cette évolution est plutôt modérée. Alors que pour la tranche d'âge de 12 ans, cette évolution est plus importante et plus marquée, sachant qu'à 6 ans, il y a un renforcement du programme, notamment avec la mise en place des interventions à l'école, telles que le brossage des dents à l'école et le scellement des sillons. Ce qu'il faut noter, que cette évolution, elle n'est pas partout pareil sur le territoire. Donc, il y a une évolution qui est différente. Ici, on a l'indice C3OD à 12 ans et on voit que globalement, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, on a quand même une baisse de cet indice. Pareil pour le sud, dans la province sud, ça baisse aussi. Et ça, la diminution, elle est plus nette pour la province nord. Par contre, pour la province île, cet indice il ne change pratiquement pas entre les 2 périodes. Pareil, si on regarde pour la tranche d'âge de 9 ans, donc on a l'indice CO-CAO, on voit qu'on a évolution qui est favorable partout, sauf en province île, où au contraire, l'indice a tendance à augmenter. Et donc, face à cette variation d'évolution, on se demande si ça pourrait être expliqué par l'implantation du programme sur le territoire. Donc, je rappelle que les 2 provinces nord et île sont 2 provinces défavorisées par rapport à la province sud, avec un taux de pauvreté qui est assez élevé et un pourcentage important de l'ethnie autochtone qui ont un état de santé plus préoccupant. Par contre, si on regarde la participation au niveau du taux de participation au programme, on se rend compte qu'au niveau du nord et sud, on est plutôt sur un taux élevé de participation, notamment pour le brossage à l'école et le scellement des sillons. Par contre, pour la province île, le taux de participation reste beaucoup plus faible. Et donc, on suggère un lien entre l'implantation du programme dans les provinces et l'évolution de l'état de santé.
Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est justement d'approfondir un petit peu les analyses afin de comprendre les raisons derrière cette évolution à travers des analyses explicatives multidimensionnelles, mais aussi par une analyse qualitative, une enquête sur terrain, qui va nous permettre de comprendre les mécanismes qui déterminent le déploiement et l'efficacité du programme, de connaître aussi les effets contextualisés du programme, et afin de proposer les changements nécessaires pour faire évoluer le programme Aidons ma santé, toujours dans une approche transversale, toujours en recherche d'équité et de durabilité en termes d'effets en santé. Et merci. Merci beaucoup, Amal, pour cette intervention extrêmement intéressante qui permet de voir la mise en place d'un programme suite à un état des lieux, ce qui est exemplaire. Et bien sûr, nous reporterons les questions à la fin, comme pour les autres séances. Et je vais demander maintenant au professeur Aïda Kanout de venir, donc qui vient de Dakar, et qui va nous parler de la résilience du système de santé sénégalais face aux crises sanitaires, place de l'odontologie dans le cadre de la riposte au Covid-19. Je vais parler un peu de la crise sanitaire par rapport à la pandémie Covid-19 a mis à rude épreuve le système de santé et le Sénégal n'a pas été en reste. Et on a eu la chance, en tant que chirurgien dentiste, d'être membre du groupe de coordination opérationnelle de la riposte et cela a permis d'aborder un peu la chirurgie dentaire et l'odontologie de manière globale. Le Sénégal a connu plusieurs épidémies depuis le choléra, l'Ebola, dengue et plus récemment avec la Covid-19. Et à la date du 31 octobre, on a eu 113 917 cas, 1878 décès. Et actuellement, il y avait 19 patients sous traitement. Et si on regarde bien la carte, toutes les régions ont été impactées par cette pandémie. Les chirurgiens dentistes, on peut dire que c'est la profession la plus exposée par rapport à cette pandémie de Covid-19. Si on prend en compte la position à moins de 20 cm de la bouche, l'utilisation des instruments rotatifs, notamment les ultrasons, les seringues multifonctions par rapport à l'aérosolisation, et bien sûr par rapport aux études qui ont montré la persistance du SARS-CoV-2 sur les surfaces inertes, de quelques jours à plusieurs jours, jusqu'à 9 jours sur les types de surface, température et l'humidité. Donc, ainsi, au cabinet dentaire, on peut bien s'attendre à une transmission croisée et bien sûr, la propagation de cette COVID-19. Le Sénégal a eu à faire face à 3 vagues successives. La première vague a débuté le 2 mars jusqu'au 29 octobre avec une durabilité et des intensités variables, notamment par rapport à la 3e vague. Actuellement, on peut dire qu'on est à la fin de la 3e vague, mais on a eu quand même une forte affluence et un fort impact par rapport à cette 3e vague. Et les chirurgiens dentistes devaient s'adapter par rapport à ces différentes vagues. Mais le Sénégal a pu s'organiser à travers ces 6 piliers du système de santé, notamment la gouvernance, les ressources humaines, l'information, le financement, les médicaments, technologies, les prestations de services, pour pouvoir non seulement être flexible par rapport à l'évolution de l'épidémie, l'adaptabilité et bien sûr la résilience pour pouvoir organiser son système de santé face à cette COVID-19. Nous allons prendre juste quelques piliers pour voir un peu l'apport de l'odontologie ou bien l'apport de la chirurgie dentaire dans cette riposte, principalement dans la gouvernance, et nous parlerons un peu des ressources humaines et terminer par les prestations de services. En ce qui concerne la gouvernance, le Sénégal s'était organisé sur un système pyramidal avec le niveau suprasectoriel qui déterminait les stratégies, le niveau sectoriel où nous avons le ministère de la Santé, mais l'avantage qu'on a, c'est une riposte plus ou moins multisectorielle avec les autres secteurs, les autres ministères. Et enfin, il y a le niveau infrasectoriel avec les régions médicales, les districts sanitaires, qui permettaient d'avoir les autorités sanitaires en même temps les autorités administratives. Et il y a 2 instances. Le niveau stratégique, c'est le Comité national de gestion des épidémies. Le niveau opérationnel, qui est logé au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire. Et nous avons eu la chance d'être dans ce niveau opérationnel en adoptant le système de gestion de l'incident du CDC.
Ce niveau stratégique, c'est le CNGE qui regroupait l'ensemble des instances au niveau du ministère de la Santé et il y avait deux groupes. Le groupe par rapport à la gouvernance, la santé publique, la nutrition pour l'élaboration des stratégies, l'élaboration des algorithmes de prise en charge, l'élaboration des procédures opérationnelles normalisées. Et bien sûr, à côté, il y a les algorithmes de prise en charge par rapport à la COVID-19 concernés par les praticiens. Et c'est ce qui a permis, avec le groupe opérationnel, de pouvoir élaborer un manuel des procédures de réponse à l'épidémie de COVID-19. Et on a eu à élaborer 33 procédures et 5 protocoles. Et on a eu la chance, le fait d'être membre dans cette équipe, de pouvoir élaborer une procédure de prise en charge au cabinet dentaire, vu l'exposition des chirurgiens dentistes. Et ce protocole a permis de poser le contexte, de mettre les mesures qu'il faudrait prendre aussi bien au niveau de la salle d'attente qu'au niveau des salles des soins pour pouvoir continuer les soins parce qu'il y a eu, dès le début de la pandémie, on a dû arrêter les soins au cabinet dentaire, déférer les rendez-vous et ne faire que les soins d'urgence. Mais grâce à ce protocole, cette procédure, on a mis des mesures qu'il fallait prendre aussi bien dans la salle d'attente qu'au niveau des salles de soins. Et cela a permis plus ou moins d'être, il y avait l'ensemble de la corporation dentaire, il y avait l'ensemble des experts en dentaire et cela a été partagé et diffusé et se retrouver au niveau, c'est la 6e procédure qui a été élaborée grâce à cette participation. Et en ce qui concerne les ressources humaines, lors de la deuxième vague, on a essayé dans la base de données de voir un peu par rapport au personnel de santé qui ont été impactés. Il y a 423 personnels de santé qui étaient plus ou moins COVID+. Et dans ces 423 personnels de santé, nous n'avons noté que 9 chirurgiens dentistes qui étaient infectés. C'était lors de la deuxième vague. Actuellement, avec la troisième vague, on a 523 personnels impactés, mais on n'a pas pu sortir le nombre de chirurgiens dentistes qui ont été affectés par rapport à cette pandémie. En ce qui concerne les équipements de protection, là, c'est une photo du centre de soins de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Grâce à la disponibilité de ces EPI, de ces équipements de protection individuelle, qui ont été mis à disposition par différentes structures, notamment la pharmacie nationale d'approvisionnement, la direction des infrastructures, équipements et maintenance, la logistique au niveau du ministère de la Santé même, et bien sûr le centre des opérations d'urgence sanitaire qui est chargé le groupe opérationnel multisectoriel. L'Institut d'Odonto a pu continuer sa formation avec les étudiants en respectant les gestes barrières et en se protégeant. Et en ce qui concerne le pilier prestation de services, mis à part le soin destiné aux patients COVID, il y a la vaccination. C'est vrai que le Sénégal, pour 16 millions d'habitants, on n'en est encore qu'à 1 million de personnes qui ont été vaccinées. Mais dans la première stratégie de vaccination, c'était le personnel de santé ainsi que les personnes vulnérables qui étaient mis en premier. Donc, les chirurgiens dentistes ont pu bénéficier de cette vaccination. Et là, par rapport à cette disponibilité des vaccins, plus ou moins les étudiants en chirurgie dentaire aussi vont pouvoir bénéficier de cette vaccination et ça permettra une couverture, en tout cas pour le personnel de santé. Et la sensibilisation et la communication est toujours en vigueur parce que là, on est durant une période de tendance baissière. Les gens commencent à se relâcher un peu et ça se ressent un peu par rapport à la vaccination. Et on voit aussi les taux de couverture selon les régions. Dakar, qui est l'épicentre de l'épidémie, a au moins une couverture de 27% et on espère qu'on n'aura pas de 4e vague et on pourra rebooster cette vaccination. Pour finir, nous pourrons dire que l'approche globale systémique, l'approche globale en période d'urgence et de développement est ce qu'il faudrait adopter et il faut un leadership politique et un engagement politique, c'est ça les piliers essentiels de la réponse. Le Sénégal a pu avoir une préparation et une planification déjà avec l'expérience de Ebola. C'est ce qui a rendu le système plus ou moins solide. Mais aussi, on a pu bénéficier de la gestion des connaissances et de la capitalisation par l'apport des universitaires. Une enquête CAP a été menée via la faculté dentaire pour voir un peu les comportements et les attitudes des chirurgiens dentistes. Très bientôt, les résultats pourront être partagés.
Et cette approche globale et la multisectorialité va permettre de pouvoir faire face à d'autres crises. Et un plan d'investissement à hauteur de 102 000 € a été élaboré au niveau du ministère de la Santé pour améliorer les infrastructures, augmenter les ressources humaines, notamment par rapport aux chirurgiens dentistes et les étudiants. Et d'autres perspectives sont attendues par rapport à cette pandémie de COVID-19. Je vous remercie et on termine avec cette assertion de Soundiata Keïta en 1222 qui disait que toute crise est une opportunité de progrès et d'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Canout, pour ce témoignage. Et effectivement, l'expérience d'Ebola vous a, pour le coup, vraiment servi. Et il sera intéressant d'échanger, comparer. Voilà, maintenant, je vais demander au docteur Diane Fuselier de nous parler des impacts environnementaux du dentifrice. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter le travail que j'ai effectué dans le cadre de ma thèse d'exercice qui avait pour sujet les impacts environnementaux du dentifrice. C'est un produit qu'en tant que chirurgien dentiste, on conseille et on recommande quasi quotidiennement avec le support des sociétés scientifiques, des organismes de santé, alors que ça reste quand même un produit qui est jetable puisqu'il est rincé et que, en parallèle, on est tous là pour ça, les questions autour de la gestion des déchets et des impacts de nos habitudes de consommation ne cessent de croître. C'est un produit qui est complètement banalisé, on ne se pose même pas la question de son usage et il paraît pourtant pertinent de s'interroger sur les impacts de cette consommation puisque c'est un produit de notre quotidien et la question est d'autant plus pertinente qu'en fait les dentifrices comprennent un grand nombre d'ingrédients qui sont communs à ceux de produits de consommation globale, notamment les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, aussi les produits agroalimentaires ou industriels. Donc, pour ce travail, j'avais procédé par revue de littérature et cela m'avait permis d'identifier les ingrédients qui entrent dans la composition du dentifrice, leur trajet après rinçage jusqu'à l'environnement et le caractère plus ou moins toxique de ces composés une fois retrouvés dans l'environnement. Donc, alors cette partie va recouper un tout petit peu la présentation du docteur Couteau, mais dans les dentifrices, on va retrouver donc des charges abrasives de nature variée, des excipients, qui vont permettre d'améliorer et stabiliser l'aspect du dentifrice, d'améliorer sa conservation et également de jouer sur le goût et la couleur des dentifrices. Pour les pâtes de dentifrice, qui sont la forme la plus largement commercialisée, on va retrouver de l'eau, des humectants, des épiçants, fumogènes, tensioactifs, des régulateurs de pH, des conservateurs, colorants et arômes. Et enfin, on va retrouver toute la catégorie des principes actifs qui vont lutter contre les grandes pathologies dentaires, notamment l'activité du biofilm, la formation du tartre, l'inflammation gingivale, la reminéralisation des surfaces et contre les hyperesthésies dentaires. Alors, parmi tous ces composés, il y en a un certain nombre qui ont un potentiel polluant. Alors, ce qu'on entend par polluant, c'est tout composé qui va avoir un impact négatif sur le milieu dans lequel il est rejeté. Tout cela indépendamment de sa nature chimique, son origine ou sa concentration. Un composé qui est rejeté dans l'environnement, il ne va pas forcément polluer. Tous les milieux récepteurs, ils ont une capacité d'auto-épuration, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir tolérer qu'on y déverse un certain nombre de substances en petite quantité qui vont soit être dégradées ou biodégradées ou pouvoir s'accumuler sans qu'il y ait nécessairement d'impact négatif sur le milieu. Néanmoins, cette capacité d'auto-épuration, elle est limitée. Elle est très, très difficile à évaluer et surtout, on sait que dans les zones densément peuplées, notamment en milieu urbain, elle est systématiquement dépassée. Alors, comment les ingrédients du dentifrice se retrouvent dans l'environnement? Alors, dans les pays développés, en principe, quand on rince le dentifrice, il termine dans le réseau d'assainissement. Et ce réseau d'assainissement, il va être chargé d'emmener l'eau usée avec tous les composants potentiellement polluants sur des stations d'épuration, donc soit des grandes stations d'épuration dans les modèles collectifs, soit sur des petites installations locales, notamment en zone rurale où les habitations sont éloignées les unes des autres et on va plutôt traiter localement. Le but de ces stations d'épuration, ça va être de reproduire de façon massive et rapide tous les procédés qui auraient lieu dans les milieux naturels pour, in fine, rejeter un minimum de polluants dans l'environnement. Le souci, c'est qu'en fait, on va avoir des fuites à tous les niveaux de la chaîne, soit par défaut de collecte, si on n'utilise pas les réseaux d'assainissement, ou alors s'il y a des fuites à ce niveau-là parce qu'ils sont mal conçus ou mal entretenus, et puis par insuffisance des niveaux de traitement en station d'épuration, alors soit parce que la performance
n'est pas suffisante, ou alors parce que les ouvrages sont mal dimensionnés, mal calibrés. On peut avoir également l'intervention de certains polluants spécifiques qui vont gêner les procédés d'épuration. C'est notamment le cas de la chlorhexidine qu'on utilise beaucoup en médecine bucco-dentaire et qui interfère directement avec les traitements en station d'épuration. Enfin, il faut quand même bien comprendre que les polluants qui vont se retrouver en station d'épuration, ils ne vont pas disparaître de l'eau, ils vont seulement être séparés de la phase aqueuse. Et il va falloir gérer tous les produits d'épuration, soit pour récupérer un certain nombre de polluants, soit pour les éliminer, et on va les retrouver soit sous forme inchangée, soit sous forme d'éléments chimiques simples, soit encore sous forme de polluants secondaires. Donc les polluants potentiels qu'on peut retrouver dans le dentifrice, ça va être tout ce qui va être dégradé en nutriments. Localement, lorsqu'on a un surenrichissement des milieux, on va pouvoir observer des phénomènes d'eutrophisation. Bon, le facteur principal des rejets en azote et en phosphore reste le milieu agricole. Hein. Il y a également tous les composés métalliques. Donc, pour les composés métalliques, la toxicité est relativement bien définie. Elle reste très très mal connue pour tous les composés sous forme nanoparticulaire. Et également le fluor. Alors le problème du fluor, pour le coup, il est vraiment très très relatif puisqu'en fait les rejets d'origine humaine sont extrêmement faibles par rapport aux rejets d'origine naturelle par érosion des sols ou activité volcanique et tectonique. Alors plus spécifique des dentifrices, on va retrouver tout ce qui est antibactérien et conservateur. On en a certains dont on connaît assez bien les conséquences négatives. C'est le cas du triclosan et de la chlorhexidine, encore que la chlorhexidine n'a commencé à être étudiée que récemment et il nous manque encore un certain nombre de données. Et on utilise aussi beaucoup de conservateurs un peu plus récents, comme le phénoxyéthanol et l'hexitidine, qui pour le coup n'ont pratiquement pas été étudiés. On ne connaît pas leur impact sur le milieu et leur voie de dégradation, et ça nous empêche de maîtriser l'impact une fois rejeté. On va également retrouver tous les agents tensioactifs. Donc, les plus répandus sur le marché, ça va être les tensioactifs anioniques et non ioniques. Alors, pour le coup, ils ont un bon taux de dégradation, ils sont facilement dégradables, mais ils sont aujourd'hui rejetés dans de telles quantités dans les milieux que les milieux sont complètement dépassés. Et ils vont avoir des conséquences négatives directement liées en fait à leur mode d'action, puisqu'ils vont s'interposer entre les phases aqueuses et lipidiques, notamment au niveau des membranes biologiques. Les tensioactifs cationiques sont moins répandus. Ils sont également moins connus au niveau de leur impact sur l'environnement. On sait seulement que leur demi-vie est beaucoup plus importante que les composés anioniques et non ioniques et que leur toxicité est supérieure. Les composés amphotères, beaucoup plus récents, n'ont pas du tout été étudiés pour le coup. Et enfin, un dernier point sur les plastiques. Alors, on ne les trouve plus dans la composition des dentifrices, puisqu'ils ont été interdits sous forme de microbilles en France en 2018. En revanche, ça concerne toujours le tube. Je le disais tout à l'heure que la forme la plus commercialisée, c'est la pâte de dentifrice, qui est en général conditionnée en tube plastique. Or, le plastique, c'est un composé qui n'est pas dégradable, qui va s'accumuler dans l'environnement et qui va être responsable pour les plus gros morceaux de pollution visuelle et de dommages mécaniques aux organismes. Et puis, en fait, il va se dégrader par fragmentation. Il va alors libérer les additifs écotoxiques qui lui sont très souvent ajoutés. Et il va également pouvoir absorber et transporter des micropolluants qui seront donc moins dégradés et qui vont se propager dans les milieux. Et à sa surface, vont pouvoir également se développer des micro-organismes, des potentiels pathogènes qui vont pouvoir être baladés d'un milieu à l'autre via les particules de microplastiques. Et on n'a pas de procédé d'élimination efficace pour les plastiques. Aujourd'hui, on gère beaucoup par enfouissement. Ça est quand même un peu temporaire. Alors, mon travail ne m'a pas permis d'évaluer les volumes de consommation du dentifrice et la part des rejets attribuables au dentifrice seul. Pour autant, pour aucun des composés que j'ai cités, le dentifrice n'est un contributeur majoritaire. Il faut voir en parallèle que c'est un produit qui apporte des bénéfices significatifs en termes de santé bucco-dentaire par rapport à un brossage seul sans dentifrice. Donc, a priori, la balance bénéfice-risque reste en faveur de l'utilisation du dentifrice. Mais ça reste un exemple intéressant parce qu'il est représentatif de notre consommation quotidienne. En fait, tous les ingrédients
qu'on retrouve dans l'antifrice, ce sont des ingrédients qu'on retrouve dans de très très nombreux produits que nous utilisons quotidiennement, et ils s'ancrent vraiment dans cette réflexion globale de notre consommation. On peut y appliquer, comme à tous les produits de notre quotidien, des principes simples de réduction de sa consommation. Déjà, commencer par utiliser la quantité nécessaire et suffisante. Il n'y a pas besoin de remplir toute la longueur de la brosse à dents. On le sait tous, mais c'est important peut-être de le communiquer. De terminer le tube jusqu'au bout, ça, personne n'a envie de le faire, mais ce serait mieux. Et puis de privilégier une composition chimique simple avec le moins d'ingrédients possible, des molécules facilement dégradables et sur lesquelles on a un recul suffisant et dont on sait qu'elles sont faiblement écotoxiques. C'est possible, évidemment. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Diane Fuselier. Effectivement, les dentifrices, on les utilise et on ne sait pas tout, comme pour beaucoup de produits d'usage courant, finalement, où on ne se pose jamais la question. C'est assez surprenant de voir le peu de connaissances qu'on peut avoir. Et il ne faut jamais oublier que le dentifrice est un produit extrêmement élaboré. Je vais maintenant laisser la parole. Alors, je pense que c'est Nicolas Dritch et Marie-Hélène, donc Etal, je ne sais pas qui vont nous parler, donc ils font partie du mouvement Culture Santé, et ils vont nous parler de la science des systèmes. Peut-elle nous aider à modéliser un système de santé orale, durable et global? Oui, je vais bien parler dans le micro. Bonjour à tous, je suis Dr Nicolas Dritch. Je fais de la santé publique en utilisant la démarche systémique. Et donc, on entend de plus en plus souvent parler de systémique. Il y a une étude de 2017, une revue de littérature qui nous indique qu'on en parle de plus en plus souvent en santé publique. Et dans le même temps, les auteurs nous expliquent que le champ est si vaste qu'on aurait tout à gagner à essayer de trouver un modèle théorique le plus précis possible, évaluable et utilisable pour les chercheurs. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec Culture Santé. La systémique trouve ses fondements durant les conférences Meissi. Oui. Pardon. Donc, ces conférences ont été un regroupement interdisciplinaire de plusieurs scientifiques dont l'objectif était notamment de trouver une approche globale et durable des individus et de la société. Ça a fait émerger de nombreuses connaissances scientifiques, mais évidemment, en 10 minutes, on va simplement s'intéresser à deux notions principales, celle d'information et celle de système. Quelques siècles auparavant, notamment grâce à la démarche cartésienne, on a réussi à faire évoluer les sciences formelles, notamment de l'énergie et de la matière, d'une manière absolument incroyable. Si bien que si, par exemple, je lance avec une certaine force mécanique cet objet, on saura très exactement sa trajectoire et où est-ce qu'il va tomber. Dans le même temps, si je fais exactement avec la même force mécanique, j'envoie cet objet, par exemple, sur Fabien, désolé, il va s'échanger quelque chose d'autre que de la matière et de l'énergie. Il va s'échanger de l'information. En fait, la systémique s'intéresse d'abord à l'information au sein des systèmes. Et ce point est fondamental parce que bien souvent, la science va surtout s'intéresser au contenu des connaissances et beaucoup moins à la relation de la connaissance au sein des systèmes. C'est ce que nous, on essaye de faire. On distingue deux types d'informations. L'information qu'on appelle circulante. Donc, par exemple, ça va être l'échange, la communication qu'on va avoir, Fabien et moi, après le geste. Et l'information structurante. L'information structurante, c'est toute cette information qui est mémorisée au sein des systèmes. Tout système vivant a besoin de cette information. Chaque cellule de notre corps contient de l'ADN, c'est juste de l'information. Notre cerveau nous permet de nous adapter en permanence grâce à la mémoire. Et nos systèmes humains se structurent grâce à nos modèles. Ces modèles théoriques, on a tendance à les conserver une fois qu'ils sont bons. On a du mal à les changer. On est typiquement dans ce qu'on appelle la complexité.
Donc on parle de systémique. Un système, c'est quoi? C'est une unité cohérente et autonome d'éléments en interaction dynamique, organisée en fonction d'un but, le tout immergé dans un environnement. Donc si on prend le système de santé, il est organisé en fonction d'un but, c'est la santé. Mais pour pouvoir fonctionner, il a besoin d'énergie, de matière, qui est fournie par la gouvernance, nos systèmes étatiques, continentaux ou économiques et politiques mondiaux. Mais on l'a vu, puisqu'on parle de complexité, on a besoin aussi de parler pas seulement d'énergie et de matière, on a besoin de parler d'information. On part du principe que l'information structurante au sein des systèmes, on ne sait pas mieux faire qu'avec la science actuellement. Donc le système scientifique nous permet de structurer cette information. On l'a vu aussi, il y a une notion d'information circulante qui est fondamentale. Et donc, on prend aussi en compte tout ce qui va rajouter du bruit, de la saturation, qui va diluer l'information. Et on sait qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'information où l'information scientifique va pouvoir être réduite, simplifiée par tous ces canaux de diffusion de l'information, qui vont après évidemment avoir une influence sur comment les patients se comportent et qu'est-ce que nous, on reçoit en tant que professionnels de santé et la manière, nous aussi, dont on va se comporter. On a vu qu'en systémique, on essaye de penser en circularité et donc les effets du système sur la santé vont rétroagir sur le comportement des individus. Ce qui veut dire qu'on s'intéresse beaucoup moins à la nature des individus qu'à la manière dont ils vont se comporter à cause notamment des modèles qui sont à l'intérieur du système, les croyances, la culture, etc. Et donc, ce qu'on a essayé de faire avec Xavier et Marie-Hélène, c'est de questionner les modèles de chacun des sous-ensembles, donc le système sanitaire et social, ici, le système politique et économique à tous les niveaux, mais aussi le système scientifique en questionnant nos épistémologies. Comment est-ce qu'on construit la connaissance? Évidemment, pour rester dans le cadre du temps qui nous est imparti, je vais simplement vous donner la synthèse. Et donc, on a essayé de donner deux modèles. Un modèle anthropique, c'est-à-dire plutôt celui actuel, où on a tendance à dissiper beaucoup d'énergie, et un modèle plutôt global et durable. Donc, ce qu'on a appelé le modèle anthropique en santé orale, et un modèle où, au centre, nous avons le praticien qui doit supporter un peu tout le poids de la santé des patients. Ça n'a pas encore tout à fait chargé, mais ici, il y a juste un dentiste, voilà. Ce qu'on a essayé de voir, c'est quelle influence ont notamment la gouvernance, les systèmes de la gouvernance sur chacun des éléments du système. Donc notamment la gouvernance mondiale sur le système scientifique qui va avoir tendance chez nous à produire essentiellement des connaissances biomédicales, aux dépens des connaissances biopsychosociales qui font que les autres professionnels de santé et les autres professionnels du secteur médico-social vont être peu impliqués dans la santé orale. Par ailleurs, la gouvernance, notamment avec la nomenclature, va avoir tendance à favoriser ce modèle biomédical. On voit aussi apparaître, on en a parlé tout à l'heure, l'importance de tous ces canaux informatifs qui vont moduler l'information scientifique, notamment sous l'impulsion du système mondial, qui vont eux aussi favoriser le modèle biomédical. Et donc, on a essayé de voir qu'est-ce qui pouvait favoriser tout ça, et c'est vrai qu'on voit apparaître en ce moment notamment un phénomène de formation qui met en avant l'esthétique, qui va favoriser une forme de pensée, ce que j'appelle une forme de pensée magique. Pour moi, il y a un côté un peu fake news là-dedans, il y a une histoire de rationalité cachée, en fait, où on parle de grève d'émail, où on parle de tout est fantastique, tout est beau, mais tout est centré en fait sur le biomédical.
comme si on était un peu des experts omniscients, capables de tout gérer nous-mêmes. Tout ça se fait aussi évidemment sous l'impulsion de l'industrie, et on voit apparaître des centres de soins associatifs dont l'objectif principal est de produire des actes en masse. Certaines institutions essayent, avec de la déontologie, de réduire un petit peu, de faire des feedbacks négatifs là-dessus, mais au final, on appelle ça un système anthropique parce que le résultat, c'est-à-dire le curatif et l'efficience qu'on demande aux praticiens, va rétroagir sur l'ensemble du système, puisqu'on est dans un fonctionnement où plus on soigne les gens et plus ils ont besoin de soins. Donc finalement, on aura toujours besoin de plus d'argent pour financer. Et nous, ce qu'on essaie de voir, c'est quelles conséquences ça a sur les éléments du système. Au final, on constate qu'il y a une perte de confiance et des rapports de force permanents entre chaque élément. Du coup, ce que les scientifiques des systèmes complexes nous disent, c'est que plutôt que d'avoir tendance à se concentrer sur la nature des gens, est-ce que les praticiens ne sont pas assez éthiques, est-ce que les patients consomment trop de soins, etc., etc., on va plutôt essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut changer au sein du système pour qu'il y ait de vrais changements. Donc la première chose, on est resté sur le système centré sur la santé. La première chose, c'est que l'ADN du système, pour nous, devrait être vraiment la science, mais pas sous forme d'un idéalisme scientifique, mais plutôt quelque chose qui nous permettrait d'équilibrer l'ensemble des modèles. Le modèle biomédical dont on aura toujours besoin. On a besoin de progrès scientifiques, techniques, pour soigner au mieux nos patients. Mais on a besoin aussi de compétences biopsychosociales pour que le praticien qui est ici ne soit pas esseulé dans sa mission de santé orale. Par ailleurs, on a besoin aussi que les représentants de l'ensemble du système, si vous regardez ici, on n'a pas séparé l'ensemble des éléments, l'industrie dont on a évidemment besoin, les canaux d'information qui sont indispensables, le secteur médico-social, et on a mis au cœur du système le patient, non pas comme un consommateur de soins, mais en tant que citoyen. Et en fait, quand on pense patient en tant que citoyen, c'est nous-mêmes. On peut être à tout moment de notre vie des patients. À tout moment, personne à l'intérieur du système ne peut dire qu'il est en dehors des citoyens ici. Et donc, on a besoin que chacun puisse rétroagir sur la gouvernance pour pouvoir trouver un équilibre entre chacun des modèles. Puisque le but, ce n'est pas de dire tel modèle est bon ou mauvais, mais plutôt de trouver de quel équilibre on a besoin. On a vu néanmoins que nos systèmes mondialisés avaient tendance à favoriser un modèle plutôt biomédical, de progrès technique permanent, qui peut risquer de déséquilibrer le système. Donc, ce qu'on propose, c'est notamment de pouvoir avoir un système de contrôle en dehors du système. On a appelé un système métascientifique, c'est-à-dire une science qui réfléchit sur ce que fait la science, notamment, et qui questionne en fait l'ensemble des modèles, notamment nos modèles socio-économiques. Pas uniquement questionner ce que fait la science, mais aussi sur quoi on base nos modèles. Est-ce que le modèle de la croissance économique infinie est valable sur le plan scientifique? Sur quoi est-ce qu'il est basé? Probablement qu'il était très scientifique à un moment et qu'il y a maintenant des avancées qui nous disent que ce n'est plus vraiment le cas. On aura besoin que ce système de métascience puisse questionner à tout moment les modèles qu'on a mis en place, aussi bien au niveau de la science qu'au niveau de l'industrie, etc. Et donc, ce qu'on propose aussi, c'est un changement de finalité, non plus d'être concentré sur la santé, mais sur la qualité de vie, à savoir de chercher une finalité qui englobe tout ça. Puisque à quoi bon tendre vers la santé si c'est pour être aux dépens des professionnels de santé ou d'une mauvaise qualité de vie des chercheurs, dans le travail, etc., etc. Ça permet d'englober tout ça sur différents niveaux, aussi bien médicaux
environnementaux ou professionnels, etc. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nicolas Dritch, pour cette vision très intéressante dont l'objectif est bien sûr la qualité de vie, après laquelle tout est à discuter encore, je pense. Voilà, et je vais maintenant demander, alors je ne sais pas qui parle, si ce sont les deux ou la seule. Les deux, donc Samy Dubois et Benoît Perrier, président et secrétaire général de l'UFSBD. Ils vont nous parler de développement durable vers un écologique au cabinet. Je vous remercie à tous. On va vous rendre compte en fait d'un travail français, mais surtout international en fait. C'est l'écologie, la durabilité en dentisterie, en fait, c'est le terme notamment qui est repris là-dessus. C'est quelque chose sur lequel on est investi notamment à l'UFSBD depuis longtemps. C'est le sens, on va dire, de dotation depuis 55 ans dans un sens, effectivement. Actuellement, 15 000 chirurgiens dentistes qui sont engagés en fait pour un soin le plus durable possible. Et le soin le plus durable, bah, c'est celui qu'on n'a pas. C'est notre dynamique, effectivement, ce qui a été évoqué dans la journée. On a déjà fini, ça y est, le temps a été écoulé. Ça a été rapide, c'est bien. C'est très écologique. On recommence. Il y a le partage qui s'est fini. Alors, je vous laisse gérer ça. Je vais continuer juste sur la présentation. Effectivement, dans une dynamique, notamment depuis 10 ans, on porte au sein de l'ADF, notamment on a une division cabinet dentaire à l'UFSBD. Notre responsable, qui était le docteur Lepi, a porté une dynamique, notamment au sein de l'ADF, sur des travaux sur la durabilité en France. Et au niveau international, au sein en fait de la commission de santé publique, nous avons amené une démarche qu'on va vous présenter, qui a été publiée par la FDI aujourd'hui. Donc, la FDI, avec le support de l'Université de Sheffield, mais c'est surtout leur commission internationale sur laquelle on a participé, a produit un mapping qu'on va vous redonner, qui donne un petit peu une vision pour l'ensemble des pays, l'ensemble des parties prenantes autour du cabinet dentaire, sur les axes sur lesquels aller, parce que c'est tendre vers, aller vers, c'est ça la dialectique. L'objectif, c'est pas de tout changer d'un coup, il y a des choses qu'il faut réfléchir, en faire de temps en temps et pavé de bonne intention. Donc, il y a un groupe international qui s'est formé, on va rendre compte de ça. Et la version française est supportée par l'UFSBD, puisque nous avons à cœur qu'il y ait des versions françaises au niveau international et pas qu'en anglais. Là-dessus, on essaie de traduire beaucoup de documents de la FDI en français par notre biais. Au niveau de ce groupe, l'essence même, c'est effectivement une promotion de l'offre et du maintien en bonne santé. C'est le cœur, effectivement, de la démarche internationale de l'ensemble des pays au sein de la FDI, dans les pratiques professionnelles, avec une recherche, effectivement, de l'excellence pour permettre d'atteindre une bonne santé, et pas forcément qu'une qualité du soin, mais une qualité, en fait, d'accès à la santé, derrière, dans les pratiques. Avec l'objectif, c'est d'occasionner moins d'interventions aussi par cette bonne qualité de santé, le maintien de cette santé dans le temps, pour une grande satisfaction des patients en tout, puis des praticiens aussi, de l'équipe dentaire autour, d'être plus valorisé effectivement dans son travail, avec une volonté de réduire les actes là-dessus, notamment de soins, pour entraîner des résultats environnementaux immédiats, effectivement, au quotidien. Ça se traduit par un mapping qui nécessite effectivement d'avoir moins de trajets, moins de consommation de matériel, moins de besoin de services d'élimination de déchets, moins de consommables, moins d'emballage, effectivement dans la dynamique. Donc c'est une partie prenante où tous les acteurs autour du cabinet dentaire sont engagés. On parlait des industriels juste avant, ils sont notamment effectivement dans cette démarche, au cœur aussi de la vie, de travailler, qui est une co-construction, on va dire professionnelle, effectivement, de ce qu'on peut améliorer progressivement, effectivement, dans cette démarche. On va vous faire quelques focus autour de ce que ça veut dire concrètement dans le cabinet, et je passe la parole à notre responsable cabinet dentaire. Donc oui, donc on a vu par rapport à ce travail de la FDI que la promotion donc, et l'offre et le maintien d'une bonne santé orale sont au cœur de nos activités, et ça va se décliner à travers 4 axes, donc les soins préventifs, les soins curatifs, l'organisation des soins et la pratique de qualité à mettre en avant. Alors si on parle de soins préventifs, donc ça passe bien sûr par l'éducation à la santé orale, qui vont guider le patient pour avoir les bons gestes et les bons outils, avoir le bon comportement,
Ça passe par la réduction de consommation de produits sucrés, acides, la consommation du tabac arrêtée, on peut en profiter pendant ce mois-ci d'ailleurs, et la promotion d'un dentifrice fluoré. Concernant les soins curatifs, le professionnel devra exercer des soins protocolisés basés sur les données acquises de la science, avec un choix de matériaux de qualité pour respecter les conditions d'utilisation. Le point clé aussi quand on parle de durabilité, ça va être l'organisation des soins avec des plans de traitement qui vont être structurés dans une co-construction avec le patient. Et c'est vrai que c'est un élément qui est important si on veut faire quelque chose pour son cabinet de manière écologique, ça va être le regroupement de soins. Et c'est vrai que l'agenda et l'organisation du plan de traitement va être au cœur déjà d'une première démarche qu'on peut effectuer au cabinet pour le patient, pour l'environnement et aussi pour nous-mêmes, car le fait de réduire le nombre de rendez-vous, par exemple pour un patient, le fait de grouper des rendez-vous va avoir des répercussions sur l'agenda, sur l'équipe, et avec un impact environnemental immédiat. Et enfin, à l'échelle du professionnel, il faut aussi savoir se remettre en question. C'est aussi le propre de notre métier. On a connu beaucoup de révolutions. On peut penser par exemple au passage de la radio argentique à la numérique. C'est vrai que le professionnel de santé que nous sommes, on est vraiment confronté à des révolutions, des changements de techniques, de matériaux. Moi, je dis toujours qu'on fait à peu près aussi tous le même métier, mais de chacun de manière différente, même pour des petits détails, même pour des moindres choses. Et c'est vrai que la question environnementale au cabinet, je dirais que ça doit pas nous faire peur. On a connu des plus grosses révolutions que ça, mais tout part par une organisation et une volonté. Et c'est important aussi d'impliquer toute l'équipe. Alors, bien sûr, il y aura certains qui vont être moins dans l'impulsion que d'autres, mais le fait de partager la même philosophie aussi au sein d'un même cabinet est très important. Et donc, une bouche en bonne santé, ça va être donc moins de rendez-vous, moins de consommables qui vont être utilisés, donc des coûts réduits, une meilleure qualité de vie pour le patient, une satisfaction professionnelle, des meilleurs résultats cliniques et des soins qui vont être plus durables. Ce mapping qui vous est proposé donc là-dessus va être publié d'ailleurs en France au mois de novembre, à l'occasion de notre prochain numéro de pratique dentaire dans les cabinets dentaires. C'est ce qui guide actuellement tous les travaux des sous-commissions au niveau de la FDI, qu'on reprend aussi en France aussi dans nos travaux, qu'on a aussi localement. Derrière, on va dire concrètement, pour un chirurgien dentiste, comment on passe à l'heure, il faut avoir 4 mots. Je te laisse les présenter. Pour les 4 R qui vont passer par réduire, réparer, recycler et repenser. Donc, de prime abord, quand on pense au cabinet dentaire, on peut aussi penser à 3 axes. On peut penser à l'électricité, on peut penser à l'eau et au papier. Quand on pense électricité, alors on pense souvent donc, au fait d'éteindre la lumière, des ordinateurs, de ne pas les laisser en veille, de plutôt les éteindre. Bon, c'est vrai que ce sont des gestes qui sont importants, mais c'est vrai qu'en termes de chiffres, on s'est rendu compte que c'est très bien, mais ça ne va pas non plus avoir un énorme impact au final. Concernant l'eau aussi, donc c'est important aussi que le cabinet mette en place certaines statistiques pour voir, par exemple, sur une année, s'il a réussi à se fixer certains objectifs, à les atteindre. C'est l'association Éco-Dentisterie qui avait calculé aussi donc ça pour le patient, que le fait de laisser le robinet ouvert, c'était pendant le brossage, c'était équivalent à 90 verres d'eau qui étaient perdus. Et concernant le papier, donc à l'heure du numérique dans les cabinets, donc le fait déjà de réduire toutes les consommation de papier, les devis qu'on peut envoyer aussi de manière électronique, aussi ce sont des choses importantes. Ça soulève aussi un autre point qui est celui aussi que le numérique a beaucoup d'avantages, mais ça consomme aussi, quand on parle de mail, de stockage de photos, c'est un autre point à aborder. Donc là aussi, ce sera intéressant
d'y repenser. Et donc après, ça rejoint ce qu'on disait sur le regroupement de rendez-vous aussi, qui a un impact, par exemple, sur le patient. On est confronté à des patients qui sont stressés de venir au cabinet. Et déjà, le fait d'éviter à un patient de revenir plusieurs fois va réduire son stress par le fait du regroupement de rendez-vous. Un exemple, par exemple, qui peut jouer dans notre pratique. Je suis membre fondateur et vice-président du groupement RECOL, qui était un groupement de recherche clinique en autologie libérale. On a une étude qui a été faite par une de nos consoeurs, Sophie Deméjean, par exemple, sur la réparation des restaurations défectueuses là-dessus. Ça, c'est effectivement, cette pratique, elle est intéressante d'un point de vue, en fait, développement durable au cabinet dentaire. Or, c'est une pratique qui est assez peu pratiquée, qui est assez peu connue là-dessus, dans l'usage et les pratiques par rapport à ce qui se fait beaucoup à l'international là-dessus. Et quand on regarde effectivement dans les conclusions, c'est effectivement là-dessus, on a besoin notamment que ça soit plus enseigné, on va dire, au niveau notamment de la formation initiale. Hein. C'est comme on parle souvent que les éco-gestes, c'est à l'école souvent que ça permet de s'implémenter aussi dans les familles hautes. Et bien dans les pratiques professionnelles aussi, la formation initiale est importante. Par exemple, sur cette pratique qui peut paraître rien, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Où effectivement, on a une pratique qui est assez différente de ce qui peut se produire dans pas mal de pays, où on est dans une dynamique où souvent, on va tout déposer une restauration, au lieu éventuellement, si une atteinte partielle, de se dire on refait une restauration partielle. Alors, ça justifie, hein, de temps en temps de le faire. Mais effectivement, on est dans une dynamique qui est pas forcément idéale actuellement. Et donc, cette enquête-là permettait de poser des bases, effectivement, pour pouvoir construire, effectivement, aussi dans la manière d'enseigner, aussi des évolutions. Effectivement, dans l'enseignement, on utilise comment réaliser une restauration, mais aussi comment la réparer. C'est un point qui est important, par exemple, un des détails. Donc, c'est ce qu'on voulait aborder avec vous, là, comme un petit exemple, parce qu'après, il y a plein de choses. Vous avez, ça a été évoqué tout à l'heure, le guide qui a été porté par la profession en France, par l'ADF là-dessus, qui va permettre d'aller plus loin pour tous les praticiens qui sont intéressés, d'avoir après des outils, des méthodes sur certains points. Et puis, c'est quelque chose, c'est un progrès continu, un accompagnement continu là-dessus. Et ça a été dit, effectivement, il faut après continuer à se former dans sa formation, intégrer cette pratique de durabilité, en fait, de la dentisterie. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Il est intéressant de noter que la préoccupation de durabilité semble partagée partout. Et donc, c'est comme ça, bien sûr, que tout avancera. Je vais maintenant demander à Madame Béatrice Retan, qui a l'honneur de clôturer ces communications, qui appartient donc à la Fédération nationale de la mutualité française, de nous parler de la réduction des inégalités d'accès à la prévention dans les foyers de jeunes travailleurs du département de l'Isère. Bonjour. Donc, Béatrice Retan, je coordonne des actions d'éducation pour la santé au sein du réseau de la mutualité française de l'Isère. Donc, la mutualité française de l'Isère appartient à la Fédération nationale, la Fédération nationale de la mutualité française, qui est un grand réseau sur le plan national. C'est le premier acteur de la complémentaire santé au niveau national, premier réseau sanitaire et social et premier acteur de prévention. Donc, dans le cadre au niveau de la prévention en santé bucco-dentaire, la mutualité, donc on a parlé de stratégie et de mise en œuvre. La mutualité française, au niveau dans la mise en œuvre de ces actions, elle est régionale, donc elle a une dimension nationale, une dimension régionale et une dimension départementale. Au niveau départemental, sur le département de l'Isère, les actions de prévention touchent aussi bien les EHPAD, les résidences pour jeunes, le milieu du handicap, les services d'addictologie et les services tutélaires, services d'insertion par l'activité économique. Moi, je vais faire un zoom plutôt sur le service en Isère, donc le service résidence et services adultes, jeunes adultes, foyers de jeunes travailleurs. Sur le département de l'Isère, on a environ 8 foyers de jeunes travailleurs, et au sein desquels des actions de prévention sont mises en place. En 2015, il y a eu une étude menée par une étudiante sur l'accès aux soins bucco-dentaires. On est parti de l'hypothèse qu'en fait, le frein à une hygiène bucco-dentaire, c'est l'ouverture des droits, l'accès aux droits. Du coup, il y a eu une étude qui a été menée et en fait, l'étude a fait ressortir que ce ne sont pas
le frein principal n'est pas l'ouverture des droits, mais plutôt d'autres points, notamment la peur du dentiste, la difficulté aussi d'avoir accès directement au cabinet dentaire. On s'est rendu compte aussi au niveau de cette étude, que au départ, il y avait, chacun était un petit peu dans son monde, on va dire. Je parle du contexte des foyers de jeunes travailleurs, hein. Je dis pas, je ne généralise pas. Donc, au niveau des jeunes dans difficulté d'accès aux soins, la peur du dentiste. Au niveau des centres dentaires sur le département, donc difficulté aussi avec les départs à la retraite de renouveler des professionnels de santé, des dentistes. Au niveau, donc, dans les foyers de jeunes travailleurs, les professionnels de première ligne, donc les travailleurs sociaux, les directeurs d'établissement, méconnaissance de l'importance de la prévention bucco-dentaire. Et au niveau du financement, on n'en avait pas au départ. Et tout ça, évidemment, fait un cocktail qui fait qu'au niveau de la santé, on est parti sur un constat de mauvaise santé dentaire. Pour faire un zoom sur les usagers, on a pu constater que 32% des résidents ont peur du chirurgien dentiste, c'est ce que je disais avant. Une méconnaissance aussi de la prévention dentaire, l'alimentation, tout ce qui a été dit, et la nécessité, l'intérêt du brossage de dents était aussi méconnu. Du coup, partant de pour la mise en œuvre du projet, on a visé 3 objectifs: améliorer la santé des jeunes, promouvoir des comportements favorables à la santé et rapprocher les professionnels de santé. Ce travail aussi, cette mise en œuvre aussi a pu être facilitée grâce au financement de l'ARS et de Grenoble-Alpes Métropole à raison de 10 000 € sur 3 ans, ce qui a permis ce financement et le temps, grâce à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens qui incluait notamment le bucco-dentaire, mais pas que, avec l'ARS, ça a permis de mettre en place ce programme basé sur 6 actions: l'information, la formation des professionnels, la sensibilisation des résidents, l'accès aux soins, la convention avec un centre dentaire mutualiste et la formation pour acquérir une bonne méthode de brossage. C'est plus du côté aussi des résidents. Cette action a pu se mettre en place aussi grâce à un partenariat très fort avec l'ASPBD, que je remercie, parce que du coup, en la personne de Madame Christiane Brun, qui s'excuse, qui n'est pas là avec nous et qui nous suit, je pense, en visio, parce qu'elle nous a apporté, nous, personnels de terrain, les travailleurs sociaux, cette dimension de recherche et de questionnement, pas seulement être dans le faire, mais quels sont les ingrédients actifs, la notion d'évaluation d'indicateurs. Donc, du coup, ça a permis du coup de mettre en place une action structurée et efficace. En termes de résultats, donc sur les 3 ans, il y a eu 113, sachant qu'au départ, il n'y avait rien du tout au sein de ces 8 foyers de jeunes travailleurs. Il n'y avait pas du tout d'action de prévention santé bucco-dentaire. Ce qui était plus connu sur le territoire en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est surtout les actions bucco-dentaires en direction du monde du handicap, voire un petit peu dans les EHPAD. Mais les jeunes adultes en situation de précarité, de vulnérabilité entre 18 et 30 ans, il n'y avait rien du tout. Du coup, donc là, il y a eu une formation, une sensibilisation des professionnels. Elle nous a vraiment, Madame Brun nous a vraiment, par son expérience, nous a vraiment apporté l'importance de partir aussi de cette formation de travailleurs sociaux pour être des facilitateurs, pour rendre les personnes acteurs de leur santé. 84 résidents ont été touchés sur 255, 30 ont été examinés, 17 ont eu besoin de soins, 10 sont entrés en soins et 30 participants bénéficient d'ouverture de droits. Donc, vous voyez, sur les 30 examinés, 30 bénéficient des droits. On s'est rendu compte, entre autres, par cette action, que c'était vraiment pas l'ouverture de droits qui était problématique et que les travailleurs sociaux qui sont en contact avec ce public font bien leur boulot à ce niveau-là. L'action se trouvait vraiment à un autre niveau. Les points forts du programme: une grande motivation des professionnels, mais la motivation, elle ne se décrète pas, c'est pas une injonction, il fallait vraiment aller au plus près, prendre du temps, expliquer. L'acquisition des connaissances aussi des bénéficiaires, notamment, en tout cas en ce qui me concerne, j'étais lors de la première action, je me souviens encore du dessin que Madame Brun avait fait en face des jeunes, pour montrer qu'est-ce que c'est qu'une carie, de voir que des jeunes de 22, 23 ans ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une carie et comment elle se produit dans une bouche. Donc, il y a vraiment des connaissances de base qui sont importantes aussi dans le cadre d'une prévention active. La valorisation des dentitions, donc l'aspect esthétique. Et évidemment, la convention de partenariat avec le centre dentaire et l'ARS, le fait d'être soutenu par l'ARS, le fait d'être soutenu par les centres dentaires ont permis vraiment cette mise en œuvre de cette action-là. Et bien entendu, l'ouverture des droits des usagers.
les difficultés rencontrées, les difficultés pour avoir un premier rendez-vous, le tiers payant chez les dentistes libéraux, la peur du chirurgien, la mauvaise compréhension du coût et le rendez-vous médical qu'en cas d'urgence. Donc, l'idée de notre programme, c'est de dire, n'attendez pas d'avoir mal pour consulter un dentiste. C'est vraiment ça le leitmotiv et on sait qu'en éducation, c'est pas en agissant qu'une fois que les habitudes bougent un peu, par la répétition, que on arrive à bouger un petit peu on arrive à faire évoluer les comportements défavorables vers des comportements favorables à la santé des personnes. Et ce qu'on a pu aussi lors du Covid on est en 2021, 2020, quand on a pu mener quand même 2 actions au sein de 2 résidences en tenant compte des gestes barrières. Et on s'est rendu compte aussi que, évidemment, la situation ne s'est pas améliorée pour l'accès aux soins dentaires, parce que ce qui était plus facilité, entre guillemets, c'était plutôt des soins plus urgents, on va dire urgents. Et du coup, en travaillant auprès des professionnels et auprès des usagers, on s'est rendu compte que toute attente du médecin, toute attente du dentiste, dans cette période de crise, il fallait aussi se prendre en charge aussi, vous parlez de responsabilité, se prendre en charge aussi soi-même. Et on s'est rendu compte, via ces contacts avec les professionnels et les jeunes, de l'importance de mettre l'accent, vous en avez parlé, Monsieur Réti, je crois, voilà, ok, sur l'importance de la plaque dentaire. On s'est rendu compte que beaucoup ne font pas la différence entre la plaque dentaire et le tartre. Par exemple, ça peut paraître pour vous évident, vous qui êtes des experts dans le domaine, mais en fait, les citoyens, des choses basiques, et peut-être pas que les citoyens, enfin, on est tous citoyens, comme vous disiez, mais la population a besoin de retrouver ça aussi, et ne pas seulement attendre qu'on ait des dentistes à tous les coins de rue, mais en attendant, dans cette période de crise, on peut aussi, nous, être acteurs de notre santé, et en ayant accès à l'importance de de 2-3 actes qui contribuent à 3 mesures efficaces qui contribuent à la lutte contre une mauvaise santé bucco-dentaire, notamment la lutte contre la plaque dentaire et le tartre. C'est vraiment 2 éléments sur lesquels on a pas mal travaillé dessus durant le Covid. Et pour terminer, cette diapositive, on peut la mettre en lien avec la 4. Au départ de notre programme, on était plutôt dans cet état. Donc, chacun était un petit peu avec ses difficultés, ses questionnements, ses peurs, ses ignorances, voilà. Et puis des inégalités aussi, parce que ceux qui avaient des moyens pouvaient avoir accès, et moyens financiers ou connaissances pouvaient avoir facilement accès. Et ceux qui n'avaient pas, ben voilà, c'est plus compliqué. Et tout au long du programme, on arrivait au rapprochement. Notre petite action a permis elle a eu cette efficacité grâce au rapprochement. J'ai entendu parler de systémie, j'ai entendu parler de relations. Et ben, notre action, en tout cas, témoigne effectivement de l'efficacité des programmes de prévention quand on travaille tous ensemble, chacun à son niveau. Ça contribue à cette santé globale dont vous parlez et durable aussi. Merci. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette expérience. Effectivement, mais vous l'avez sûrement constaté, le chemin est difficile et laborieux, mais il faut le faire, il faut commencer, bien sûr. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions pour l'un ou l'autre des orateurs? Oui. Vas-y. J'avais une question sur l'étude qui a été faite à Madagascar, je crois, l'action de santé publique. Ah oui, pardon, Nouvelle-Calédonie, oui. Nouvelle-Calédonie. Désolé. Pardon. Déjà, je voulais dire que c'est remarquable. Et je voulais simplement savoir, du coup, l'étude qualitative, est-ce qu'elle est finie? Est-ce qu'on a compris les déterminants qui ont fait que la promotion a été, enfin, les résultats ont été mitigés? Est-ce qu'on a compris ça? Si vous ne parlez pas dans le micro, ceux qui sont en visio.
Je ne l'ai pas bien précisé. Oui, d'accord. Donc, l'étude, ça rentre dans le cadre de ma thèse d'université. Donc, le travail, il est en cours. Actuellement, on est arrivé à la finalisation, disons, de l'étude de l'enquête épidémiologique, des résultats de l'enquête épidémiologique, et à l'identification notamment des déterminants de santé orale. Donc, on est à ce stade-là. Pour ce qui concerne l'étude qualitative, oui, voilà, c'est un peu compliqué actuellement avec la Nouvelle-Calédonie, notamment pour des raisons politiques. Donc, il y aura prochainement justement un référendum qui va déterminer le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie, si ça va rester français ou plutôt, voilà, qui vont aller vers l'indépendance. Et donc, ce contexte-là, en plus de la Covid, ça ne nous facilite pas beaucoup la visibilité, au moins, pour ce qui reste à faire. Merci. Je ne sais pas si Madame Stéphanie, qui est mon encadrante, voudrait ajouter quelque chose. C'est bien ça. On a été interrompu pour la partie qualitative par le fait que c'était pas possible d'aller sur le terrain. Mais voilà, et surtout que là, la Calédonie est en train de vivre une grosse vague de Covid. Et donc, toute l'agence sanitaire, tout de suite, a interrompu ses activités pour se consacrer à la vaccination et à la gestion de la crise. Donc, voilà, pour l'instant, on n'a pas tous les éléments. Oui, c'est bien compréhensible. Une autre question ? Non, tout le monde est fatigué. Après, vos témoignages étaient clairs et intéressants. Non, moi, je trouve intéressant le fait, je dis pour les jeunes travailleurs, on a mené dans le Val-de-Marne, mais peut-être que Ariane aurait pu en parler, mais une action similaire pendant plusieurs années avec la LJT qui nous a permis d'arriver aux mêmes conclusions et dans la même démarche. Et c'est peut-être par hasard que Christiane a aussi pu vous apporter des éléments. Mais c'est vrai que ces jeunes travailleurs qui sont dans des cités, des logements qui leur sont consacrés, c'est vraiment un secteur sensible qui mérite qu'on s'y intéresse. Et qu'on voit comment on peut y travailler. Je pense que c'est vrai à l'échelle nationale. On l'a fait nous dans la banlieue de Créteil et dans une ou deux autres banlieues du Val-de-Marne, mais je pense que ça mériterait d'être élargi. Et on revoit dans tous ces programmes un petit peu ce que toutes les interventions qui sont passées depuis tout à l'heure permettent de construire des approches où on travaille ensemble. Et je crois que pour nous, au niveau de la SPPD, c'est vraiment ce qui nous intéresse dans toutes ces interventions. Et c'est pour ça qu'on a pensé que c'était bien de les entendre. Voilà, parce que sur le terrain, cette démarche-là, elle se rapproche totalement de ce que on souhaite et qu'on essaye de faire avancer, et y compris ce qu'on a pu nous dire au niveau du Sénégal ou dans d'autres approches dans d'autres pays, sont un peu dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui est en train de prendre dans les démarches et qui fait qu'on se rapproche beaucoup, de plus en plus, dans notre domaine de la santé orale, de la démarche de santé publique qui, il y a encore quelques années, n'était pas forcément à l'ordre du jour. En tout cas, pour moi, toutes ces interventions ont paru très riches. Tout à fait, tout à fait. D'autres commentaires? Donc, je voudrais juste dire un mot, la technologie ne nous a pas lâchés. Donc, nous sommes heureux parce qu'organiser une telle journée, ça a été difficile. Et je remercie vraiment chaleureusement notre collègue pour son travail. Voilà, oui, vous pouvez l'applaudir. Ça fait un deuxième sans faute, une dernière déjà. Oui, déjà l'an dernier. Ça ne fait pas tomber quand même ton ordinateur non, pour autant. C'est remarquable. Mais il faut le dire. On a bien réussi, oui. Voilà, maintenant c'est l'heure de remettre le prix Françoise Roth. Alors, l'heureux
gagnant ou l'heureuse gagnante, et Marie-Sophie Bogner pour son mémoire de master de santé publique, dirigé par Denise Fox, qui est là. Alors malheureusement, Marie-Sophie n'est pas là, donc c'est à Denise que nous allons remettre ce prix. Le mémoire était intitulé « Évaluation des expériences de l'oralité et des perceptions de la santé orale des adultes en situation de handicap ou avec des conditions de santé complexes ». Donc, toutes nos félicitations à l'équipe de Clermont qui a travaillé autour. Tout le monde sait que c'est toujours un travail d'équipe, hein, les masters. Et Denise, je vous invite à venir recevoir ce prix. Merci. Donc, on vous remercie énormément de la part de Marie-Sophie qui a fini en fait son année recherche au 31 octobre et qui a atterri à Mayotte ce midi, qui a essayé de se connecter cet après-midi, donc elle était dans la voiture. Donc la pauvre, elle était vraiment ravie. On a appris ça hier, donc pour la fin de son année, c'était vraiment extraordinaire. Donc merci beaucoup. Fabien, il disait qu'il fallait que je dise 2 mots sur le projet, mais très rapidement, en fait, c'est un projet qu'on a à cœur depuis longtemps, c'est de mettre, on parlait de person-centered santé ce matin, ben voilà, l'idée, en fait, c'était de mettre la personne en situation de handicap ou avec des problèmes de santé complexes au centre de notre dispositif et de savoir un petit peu pour eux, quelle était la perception de la santé orale, de leur réalité, leur vécu en fait de cette santé orale et le contexte socio-environnemental qui influençait cet état de santé orale. Donc, une étude qualitative avec 18 participants avec des états de santé variés dans de la déficience mentale. Donc, très compliqué, comme vous l'imaginez, pour les entretiens, mais Marie-Sophie est vraiment une communicante, donc ça s'est très bien passé. Et vous regarderez un petit peu sur PubMed parce que j'espère bien qu'on arrivera à publier tout ça prochainement. Voilà. Oui, elle nous avait demandé de ne pas trop divulguer le contenu dans la mesure où elle cherche un éditeur pour éditer son mémoire et donc de rendre public le contenu. Nous, on rend public le contenant et on félicite ceux et celles qui ont fait le contenu. En tout cas, merci de votre contribution. Et je rappelle ce que disait tout à l'heure Denise par rapport à ce congrès qui aura lieu à Paris, donc à la Maison de la Chimie, au mois d'août. On va laisser partir tous ceux qui sont des trains à prendre, etc. Et remercier tout le monde de nous avoir permis. Tu veux dire 2 mots quand même, présidente? Non, merci à tous. Merci d'être restés jusqu'au bout et bon retour. Voilà, merci au comité scientifique aussi. Et puis, ma foi, n'hésitez pas, si vous avez le 2 décembre sur Addiction, il y a encore des possibilités de s'inscrire. Et l'année prochaine, on verra comment on peut faire. Ceux et celles qui sont à la SPBD, on a l'Assemblée générale de la SPBD qui est le 1er décembre. Donc, voilà, on compte sur votre présence, votre participation à cette Assemblée générale. Et rentrez bien chez vous. Et merci encore.